Peut-on vraiment décoder l'antisémitisme? Depuis quelques décennies, la haine des juifs mute pour épouser de nouveaux codes, une nouvelle forme, ceux d'Internet. Twitter, Facebook, Instagram, les sites complotistes, les posts des utilisateurs et les commentaires des internautes sur le net, tout peut être antisémite. Cette mutation rend possible une observation moins intuitive, plus rigoureuse. Imaginez que l'on utilise l'intelligence artificielle et que l'on rassemble des linguistes, des statisticiens, des chercheurs et des outils précis, bref, que l'on mette la technique au service de l'intelligence pour enfin décoder l'antisémitisme. Voilà ce que propose depuis 3 ans le Centre de recherche de l'antisémitisme de l'Université technique de Berlin. Observer et comprendre l'antisémitisme sur Internet en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Depuis le 7 octobre, cette tâche est d'autant plus nécessaire tant la vague antisémite que l'on perçoit peut être vectrice d'une angoisse et d'une peur. Alexis Chaplan, bonjour. Vous êtes actuellement à l'EHESS, professeur à Bucarest, et vous êtes également l'un des chercheurs qui participent à cette étude. Tout d'abord, rapidement, on va présenter la méthode qui vous a mené à étudier la haine en ligne et l'antisémitisme particulièrement sur Internet. Vous avez commencé en 2020 pour un projet qui devait se terminer en 2023. D'où vient cette idée, d'où vient la méthode? Donc, à l'origine du projet Decoding Antisemitism, il y a eu l'étude doctorale de Matthias Becker, qui est le responsable et le principal chercheur du projet, qui a analysé le courrier reçu par l'ambassade israélienne de Londres, je crois. Et il essayé de faire une étude linguistique des modalités, disons, d'articulation de cet antisémitisme, dans un volume de données produits par des utilisateurs, disons, réguliers. Ce n'étaient pas des grands médias, ce n'étaient pas des influenceurs, ce n'étaient pas des figures marquantes. C'était juste des utilisateurs lambda, on pourrait dire. Mais tout de suite, après, c'est passé un basculement dans l'espace de production du discours. Ce n'étaient plus les courriers qui représentaient la majorité du discours produit, c'était bien sûr Internet. Et alors, voilà comment il est passé des courriers à Internet. Et tout d'abord, le focus, c'était les espaces commentaires des grands médias. Par exemple, à l'époque, il n'y avait pas la France. On va prendre un exemple français juste pour que ce soit clair. Le Monde, la section commentaires du Monde, c'était là où un noyau de l'équipe Decoding Antisemitism, qui était composé à l'époque de Matthias, un autre chercheur en Allemagne, avait commencé à essayer, disons, de comprendre les dynamiques du discours antisémite. Et donc là, on parle de commentaires qui sont sous des articles qui concernent spécifiquement les juifs ou des commentaires qui peuvent... En termes du choix des articles, il était parti de la prémisse que les mots-clés ne sont pas vraiment une façon la meilleure façon, disons, de comprendre l'antisémitisme. Parce qu'un mot-clé peut donner beaucoup de contexte, y compris du counter-speech, par exemple, du contre-discours. Donc, en fait, le mieux, c'était de partir de ce qu'on appelle des triggers. Donc, des événements déclencheurs qui vont provoquer un débat où il y aura à la fois de l'antisémitisme, mais aussi du contre-discours, un discours qui est tout à fait neutre, voilà, ou indifférent par rapport à l'antisémitisme. Mais ce sont des points de concentration, des clusters de discours. D'accord. Et donc voilà, il s'agissait d'articles qui s'agrégeaient autour de ces événements déclencheurs, qui faisaient l'actualité au Royaume-Uni, en Allemagne et plus tard en France. Et c'est intéressant parce qu'on a vite compris, et ça c'était une fois que j'ai moi-même été intégré au projet. Vous avez intégré le projet en 2021, c'est ça? Oui, en 2021, lorsque l'équipe française a quelque peu est apparue d'un désir d'avoir une approche comparatiste plus développée, disons plus étayée. On a compris alors que ce n'est pas sur les sites des médias que ça se joue vraiment. Or, ce qu'on voulait, c'était vraiment comprendre la circulation, disons, dans le discours général. Et alors, on est passé au profil sur les réseaux sociaux de ces grands médias. Donc, on reste sur Le Monde, Le Figaro, Libération, comme ça. Mais c'est leur profil Facebook ou Twitter ou YouTube qui, du coup, n'a plus du tout ces paywalls. Et les commentaires sont souvent d'un public très, très varié, qui suit le journal, mais qui parfois s'y rapporte de façon très critique aussi. Et donc, ça nous ouvrait une fenêtre sur un espace vraiment décloisonné du discours.
j'imagine. Ce qu'on observe tout de suite quand on rentre un peu dans les détails de vos observations, c'est que vous divisez, vous distinguez un antisémitisme explicite et un antisémitisme implicite. Comment vous faites cette distinction? Tout à fait. Ce qui fait peut-être la particularité du discours antisémite par rapport à d'autres discours de haine, c'est qu'il fonctionne énormément au travers d'ellipses, de ce qu'on appelle des sifflets à chienne, dog whistle, des dog whistles, des métaphores un peu plus sophistiquées. Il y a par exemple des études qui montrent aux États-Unis, malheureusement on n'a pas fait la même chose en France, mais c'est intéressant de le faire, que dans les cas apportés à la Cour suprême d'antisémitisme, de racisme anti-noir, par exemple, il y avait énormément d'occurrences d'insultes raciales contre les Noirs, par exemple, le N-word, mais très très peu d'insultes raciales dans les cas, disons, de haine antisémite. Donc en fait, la haine antisémite n'était pas véhiculée forcément par des insultes raciales. Ce qui fait que quelqu'un qui essaye d'analyser l'antisémitisme à partir de mots-clés comme des insultes raciales, il va passer à côté du gros du sujet, il va passer à côté du gros du discours antisémite. En fait, la haine antisémite explicite serait le haut de l'iceberg et la haine antisémite implicite, la grande majorité de la haine qui circule. L'analogie de la métaphore de l'iceberg est très pertinente parce qu'on a effectivement une partie émergée qui est finalement assez peu importante dans le discours mainstream. On a une partie d'antisémitisme implicite qui, c'est la partie immergée. On a même une partie d'antisémitisme codé qui fonctionne carrément à coup de dog whistles qui ne sont pas décodables si on n'a pas une profonde connaissance, de la grammaire politique et idéologique de l'antisémitisme. Par exemple, donc, dog whistle, si on peut préciser pour nos internautes, dog whistle, c'est donc des termes antisémites qu'on pourrait dire antisémites, qui se rapportent aux juifs, qui veulent désigner les juifs, mais en se cachant derrière des notions que seuls les antisémites de ce groupe peuvent comprendre. Tout à fait. On a vu, en fait, il y a un dog whistle qui a fait la une en France, c'est le qui, au moment de qui dirige les médias, qui contrôle, etc. Ce qui était un dog whistle. J'ajouterais aussi les dragons célestes, bien sûr, et toute une série, d'ailleurs, le CRIF publie une liste de tous les mots qui sont utilisés pour désigner les juifs. Certains sont assez intuitifs dans le sens qu'on pourrait deviner de qui il s'agit, mais d'autres sont absolument, obscurs. Il faut connaître ce discours qui évolue d'ailleurs sans cesse pour savoir de quoi il s'agit. Ce qui peut, là, rapprocher donc l'antisémitisme d'une forme de complotisme, ou en tout cas qui demande à l'antisémite d'être au courant de ce qui se dit en ce moment et de ce qui est antisémite en ce moment. Le dog whistle Dragon Céleste, en fait, c'est une référence à un manga, One Piece. Et donc, les dragons célestes dans One Piece sont des personnes qui contrôlent le monde, qui sont au-dessus des gens, qui sont méprisants avec le reste de la population. Et là, l'analogie avec le préjugé antisémite du juif commence à se comprendre, mais une fois qu'on est rentré dans le manga. Dans votre manière de présenter votre étude, je vous ai écouté la dernière fois lors d'une conférence au CRIF, mais également sur votre site et sur les rapports que vous sortez tous les 6 mois. On a l'impression que votre recherche est l'objet d'une innovation, d'une originalité. Comment vous arriverez à déterminer cette originalité? Je dirais que notre approche est vraiment structurée par le désir de faire dialoguer sciences sociales, donc disons les sciences humaines en général, que ce soit la linguistique, la sociologie, l'histoire, les sciences politiques, et la technologie. Les technologies de pointe, notamment les approches du machine learning et les outils, informatiques automatisés. D'accord. L'intelligence, qu'on appelle l'intelligence artificielle. Tout à fait. C'est évident qu'une approche quantitative est nécessaire, surtout parce que je dirais que l'histoire de l'antisémitisme est une histoire de la viralité. Que ce soit depuis l'invention de l'imprimerie au XVIe siècle, la presse de masse à la fin du XIXe, Internet aujourd'hui, vraiment, l'antisémitisme utilise toutes les nouvelles technologies pour pouvoir diffuser son message. Ce qui va faire que pour comprendre les dynamiques de diffusion et de circulation du discours antisémite, il faut aussi suivre cette viralité. Or, avec Internet, on est sur un volume de données qui ne peut pas être géré
par les outils traditionnels des sciences humaines et des sciences sociales. Il faut une analyse quantitative. Donc c'est une sorte de crossover entre une méthode, bien sûr, tout à fait. Une méthode de recherche qui existe depuis des années, qui est, quantitativement essayer de comprendre qualitativement ce que c'est l'antisémitisme, et cette idée de rajouter l'intelligence artificielle, de la technique en fait, qu'on mettra au service des sciences sociales. Ça m'amène, ce que vous venez de dire, à une autre question. Vous parlez de l'antisémitisme comme relevant de la viralité. J'ai tout de suite réfléchi en lisant votre étude. Je me suis demandé, est-ce que Internet doit être considéré comme une source ou comme un vecteur de l'antisémitisme? Je dirais que c'est plutôt un vecteur, un catalyseur. Internet ou, disons, les médias en général sont plutôt un vaisseau. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec McLuhan quand il disait que le médium, c'est le message, parce que je crois que finalement, il y a une autonomie des contenus qui est bien visible dans le fait que les mêmes contenus peuvent se transposer d'un média à un autre. Si on regarde le discours qui est véhiculé aujourd'hui sur Internet, il n'est pas foncièrement différent du discours qui était véhiculé par la presse antisémite de la fin du 19e siècle. On lit la presse à l'époque de l'affaire Dreyfus, on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas changé. Alors on se dit finalement, le médium compte absolument. Il structure une certaine culture politique qui va à son tour conditionner certains éléments du discours antisémite, mais il n'est pas tout. Là où Internet par contre peut avoir un rôle, disons, qui peut influencer aussi les contenus, c'est dans la culture qu'il crée. Et parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme se perçoit comme une contre-culture. C'est très important ça. Ce qui à nouveau n'est pas tout à fait nouveau parce que, à mon avis, l'antisémitisme s'est toujours donné cette image de discours anti-hégémonique, anti-establishment. Que ce soit à nouveau Drummond, il était foncièrement contre les pouvoirs établis, la République, les autorités. Déjà, il pestait contre les institutions. Voilà. Donc ce n'est pas nouveau. Mais Internet a vraiment créé des espaces contre-culturels où l'antisémitisme peut devenir une sorte de simone idéologique qui regroupe à la fois des trolls sans engagement politique véritable ou durable et aussi, disons, des vieux routiers de l'antisémitisme. On le voit avec Alain Soral, Dieudonné, donc voilà. C'est vraiment un lieu de rencontre qui crée une culture du troll, une culture de la provocation, mais aussi une culture de l'inventivité rhétorique et discursive. C'est ça la matrice des dragons scellés, c'est tous ces dog whistles, parce qu'à la fois c'est un jeu pour eux. Créer ces nouveaux mots, créer des mots, disons, créatifs qui vont passer sous le radar des modérateurs. Ils ont l'impression de passer à côté du système, il y a de nous avoir. En fait. Il y a une dimension ludique dans cet antisémitisme qui est le résultat, disons, de cette culture politique de l'Internet. Donc un amplificateur en tout cas, une boîte de résonance pour un antisémitisme qui existait déjà avant. Tout à fait. C'est ce que vous avez constaté dans votre étude. Maintenant, quel est l'objectif? On a parlé de votre méthode, de vos constats, mais il y a aussi la question de l'objectif. Est-ce que c'est vraiment une observation purement intellectuelle, peut-être académique, de vouloir chercher, documenter, quantifier l'antisémitisme, ou est-ce qu'il y a un autre objectif, peut-être de participer à la réduction de l'antisémitisme sur Internet? Je pense que lorsqu'on travaille sur, en général, l'extrémisme, les discours de haine, on ne peut pas le faire sans un certain engagement civique et social. On ne peut pas dire ce qui se passe après ne m'intéresse absolument pas. Notre projet est surtout un projet de recherche. Il assume la dimension scientifique de l'entreprise, mais je crois qu'il y a un espace de dialogue avec la société civile qui est fondamental. On veut aussi créer avec cet outil qui permet ensuite de quantifier et d'identifier l'antisémitisme en ligne. C'est un outil concret qui peut être utilisé par des plateformes, par des ONG, par des associations. Donc, il y a déjà cet outil et une sorte de perche tendue au milieu associatif. Et au milieu militant qui lutte contre l'antisémitisme. Absolument. Moi, votre travail de recherche
et le médium de rapport m'a fait penser à d'autres rapports qu'on connaît. Moi, je connais en France, j'ai grandi avec le rapport annuel du service de protection de la communauté juive qui rassemblait tous les actes antisémites. J'ai appris en préparant cet entretien que ça existait également en Angleterre avec l'institution, le CST. Est-ce que vous êtes en lien avec ce genre d'organisation? Est-ce que vous avez une volonté de mettre au service votre méthode scientifique pour lutter contre l'antisémitisme? Absolument. En effet, c'est dans un rapport de complémentarité parce qu'il y a effectivement beaucoup d'études sur l'antisémitisme ou les discours en ligne. Heureusement d'ailleurs, hein, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. C'est vraiment un champ de recherche qui a explosé devant l'urgence morale pour les sociétés occidentales d'enrayer le phénomène. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une perspective qui soit à la fois unique et qui complémente tous ces rapports. Par exemple, en France, il y a beaucoup de sondages d'opinion, par exemple celui de l'AGC, de l'American Jewish Committee, qui sont des outils très pertinents pour voir comment évoluent les mentalités. Il y a aussi des rapports comme celui du Media Lab, il y a quelques années, qui prennent des millions de commentaires. C'était sur YouTube par exemple, mais c'est vraiment l'un des rapports les plus intéressants en termes de dialogue entre les sciences humaines et les sciences sociales, qui prennent des millions de commentaires et essayent de voir de façon plus ou moins, parce qu'ils ne sont pas analysés manuellement. C'est juste une façon de dire, ce commentaire est potentiellement antisémite, il a une empreinte antisémite, c'est le terme qu'ils utilisent, empreinte antisémite, parce qu'il y a un degré d'incertitude, comme c'est une machine qui va faire ce classement. Nous, on essaye d'être un peu à la croisée de ces perspectives, de ces angles, et de voir quels sont les angles morts. Et l'angle mort, c'était en fait un peu au niveau des sondages d'opinion, par exemple, c'est très intéressant, c'est utile, mais ça structure toujours un peu l'opinion publique. Ça ne tient pas en compte le fait que l'antisémitisme aujourd'hui est quand même un peu un tabou social. Donc personne ne va répondre oui à une question, êtes-vous antisémite? Et en général, les gens ont créé des mécanismes pour contourner ces questions-là. Et donc c'est un outil intéressant mais qui n'est pas exhaustif. Même chose avec les rapports qui sont foncièrement centrés sur les actes illégaux, disons, antisémites. C'est juste la partie immergée de l'iceberg à nouveau. Les actes antisémites, c'est vraiment lorsqu'un processus de radicalisation est arrivé au terme. Avant ça, il y a une radicalisation discursive qui, elle, ne peut pas être saisie en regardant les statistiques de police, par exemple. Et qui souvent se fait sur Internet, en réalité, parce que cet apprentissage de l'antisémitisme, cette radicalisation petit à petit de certains profils, se font sur des forums, on peut le voir, ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je dirais, ça se fait majoritairement sur Internet, et c'est aussi sur Internet que les jeunes juifs, par exemple, sont confrontés le plus à l'antisémitisme. À nouveau, l'anonymité fait que c'est une boîte noire où des jeunes parfois qui n'ont pas de repères forcément très forts, qui ne sont pas même pas forcément politisés, vont rentrer dans la boîte noire et vont être exposés à des contenus qui seront banalisés. Et ensuite, après, on ressort avec une agression. Il y a une sorte de vide, de trou. Comment un jeune est passé, disons, d'un profil complètement apolitique à une agression? Et c'est là, en fait, qu'il y a tout un espace à explorer. Durant le projet, le temps a passé. De 2020 à 2023, j'ai cherché des éléments qui auraient pu modifier un peu les résultats, être des déclencheurs de moins d'antisémitisme ou de plus d'antisémitisme. J'ai pensé au rachat de Twitter par Elon Musk. Est-ce que ça a eu des conséquences sur votre étude? Tout à fait. Je vais faire peut-être une sorte de chronologie de ce qui a influencé le discours antisémite. Je dirais que, premièrement, la pandémie, qui fut d'ailleurs l'un des événements qu'on a analysé au tout début, a créé une sorte de sursaut de la modération. Ce n'était pas forcément lié à l'antisémitisme, c'était plutôt lié au contenu complotiste au sens large, mais il y a eu clairement alors un désir de plus modérer, ce qui fait que l'antisémitisme mainstream sur les réseaux sociaux est devenu peut-être plus discret. De façon quantitative, il y a eu des fluctuations, mais par rapport à ce que j'étudiais moi-même quand je faisais mes recherches individuelles sur les discours de haine, entre 2015 et 2019, disons, quand j'étais en licence et en master, j'ai eu l'impression que ce discours-là, le discours désinhibé qu'on voyait, a disparu sur certaines plateformes, par exemple Facebook,
ou YouTube d'une certaine façon. Même s'il y a quand même des grands écarts entre les plateformes. Alors la pandémie, ensuite. La pandémie, ce qui a fait plus de modération, une modération plus efficace, indubitablement. C'est là où on a vu en fait naître les petits commentaires qui précisaient que ce tweet, par exemple, ne correspond pas à la réalité ou c'est une fake news, etc. On a vu la montée des fact-checkers qui, à nouveau, pour l'antisémitisme, ils ne sont pas très actifs, mais on a souvent les commentaires qui disent ce tweet contient un contenu sensible, par exemple. Donc, on a des avertissements, ce qui, à mon avis, ça peut marcher, mais mieux que la suppression du commentaire, parce que ça casse un peu la viralité. Mais il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place. À mon avis, il y a un progrès de ce point de vue-là. Il y a disons, un mouvement qui s'est mis en marche par rapport à ça. Par contre, cette dynamique positive a été un peu cassée effectivement par le rachat de Twitter par Elon Musk. Donc, Twitter a toujours été un écosystème à part. Et justement, le fait que Twitter ait transformé ce désir de ne pas modérer en une véritable, disons, une arme idéologique qui participe au projet finalement idéologique d'Elon Musk, ce projet un peu libertaire, ça a fait d'autres plateformes vouloir se démarquer en faisant plus de modération. Parce qu'en fait, Facebook a toujours été un peu l'anti-Twitter dans le sens où c'est un compétiteur. Quand un compétiteur fait quelque chose, parfois on va dans la direction opposée pour marquer sa différence. Mais finalement, tous ces mouvements, ces oscillations entre plus de modération, moins de modération qui correspondent à des dynamiques lourdes, culturelles, disons une demande sociétale qui croît et qui décroît, ça ne doit pas cacher le fait qu'en principe, le modèle économique des plateformes est quand même basé sur, c'est une économie de l'attention, de l'engagement. Or, ces commentaires-là, qui provoquent beaucoup de réactions, positives ou négatives, sont quand même le cœur du modèle économique. On a vu, tant que le modèle économique en soi n'est pas remis en cause, il n'y aura jamais une modération à 100% efficace. Le fait de pointer comme ça les fluctuations de la haine en ligne et particulièrement de l'antisémitisme, est-ce que vous pensez, avec votre étude, est-ce que vous pensez que ça peut permettre aux plateformes de réfléchir à de nouvelles manières de faire de l'argent pour éviter en fait ce système qui se nourrit lui-même de haine? C'est intéressant. À nouveau, je ne crois pas que notre projet lui-même a l'ambition de révolutionner un modèle économique, disons, qui finalement est fondamental. L'économie de l'attention, c'est finalement la nouvelle phase du capitalisme numérique. Et à mon avis, notre projet n'a pas l'emprise nécessaire pour faire changer ça. Mais je pense qu'il y a une façon de mettre une lame dans le sujet, de provoquer un débat aussi qui est structuré par deux impératifs, celui de combattre la haine en ligne et l'antisémitisme, mais aussi celui de ne pas tomber dans l'extrême opposé qui est une sorte de censure qui peut justement radicaliser certaines personnes et faire naître des plateformes alternatives. On a vu là avec l'alt-tech qui, pour le moment, ne semble pas être une menace existentielle pour les GAFAM. Ça reste quand même très marginal en termes d'audience, mais ça peut se développer. Disons, le noyau dur d'une sorte d'écosystème alternatif qui, pour une fois, serait absolument invérifiable, donc incontrôlable. Il est là déjà, donc notre projet se propose de créer un débat, une réflexion sur comment on peut, sans tomber dans une censure qui serait illibérale finalement, disons, contrôler le phénomène. Et je parle beaucoup sur l'idée qu'il y a plusieurs paliers d'action. Pour les contenus qui sont manifestement illégaux, disons, la suppression et la modération, disons, est un outil efficace. Mais il y a beaucoup de contenus qui sont dans la zone grise, qui peuvent participer à une radicalisation, mais qui ne tombent pas sous le coup d'une définition juridique de l'antisémitisme. Ce dont on parlait quand on parlait d'antisémitisme implicite ou de dogme. Exactement, tout à fait. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est là que peut-être l'AI ne sert pas seulement à modérer, mais aussi à mettre en place des mécanismes de déradicalisation, de déviralisation, désolé. La déviralisation, c'est un palier, disons, inférieur à c'est toujours une forme de modération, mais c'est une façon, mais qui est inférieure, disons, à la suppression du commentaire, au deplatforming d'une certaine figure. Ça permet de casser le circuit de viralité. Par exemple, un algorithme ne va pas recommander une vidéo qui a un contenu qui est jugé problématique. Ça, c'est très important parce que les algorithmes,
ils conduisent à la radicalisation. On commence par regarder quelques vidéos sur YouTube, surtout une étude très poussée c'est ce qu'on appelle les bulles cognitives, etc. Absolument, en fait, oui. Comme on est entré dans un système, etc., le système se nourrit lui-même, et donc la radicalité se nourrit elle-même. Mais on oublie que l'algorithme, finalement, c'est quelque chose qui est programmé par un être humain. C'est-à-dire que ce n'est pas une sorte de force de la nature qui va absolument recommander tout type de contenu. Il recommande, on peut changer les algorithmes. Exactement. Il peut ne pas recommander certains types de vidéos. Même chose avec les publicités, la démonétisation de certains types de contenus ou les commentaires. À nouveau, une vidéo YouTube ou Facebook ou n'importe quel contenu, un tweet, a parfois des milliers de commentaires. Personne ne va aller tout en bas. Personne ne va voir les derniers commentaires. Ils vont voir les premiers commentaires. Et encore, les premiers 10, je suis généreux pour la grande majorité exactement. Des gens, en général, c'est les premiers 5. Et donc là, la question se pose, quels seront ces premiers 5 ? Qui va structurer ces commentaires ? Disons, quels sont les critères? Est-ce que c'est juste les likes? Est-ce que c'est juste le niveau d'engagement qui va évidemment pousser au-dessus, disons, ces commentaires un peu problématiques qui vont provoquer beaucoup de réactions positives ou négatives? Ou est-ce qu'on a un autre système pour, disons, mettre un commentaire en exergue et, disons, rendre d'autres commentaires beaucoup moins visibles? À nouveau, là, on est dans une logique qui est tout à fait respectueuse du principe de liberté d'expression. Exactement, des principes libéraux qui constituent la base de notre société, mais en même temps, on n'est pas laissé faire, on n'est pas défaitiste, on ne dit pas on ne peut rien faire. On doit soit censurer, soit laisser en fait le marché réguler ça, une main invisible qui ne fait pas un très bon travail, on le voit. Trouver une sorte de juste milieu qui permettrait Absolument. de faire évoluer et de déradicaliser les contenus petit à petit. Votre étude devait se terminer en 2023. Il se trouve que fin 2023, le 7 octobre est advenu. Et je lisais ce matin sur vos observations que le 7 octobre, c'est quelque chose qui a tout surpassé. Pourquoi ? Tout d'abord, comme taille de l'événement, en général, nos événements étaient soit très vagues pendant la pandémie de Covid-19, soit ils étaient assez axés sur un espace culturel, donc la suppression des comptes de Dieudonné Soral qui était pertinente en France mais pas au Royaume-Uni, ou alors des événements qui avaient un certain écho dans certains pays mais pas dans d'autres. La guerre en Ukraine par exemple, les déclarations de Lavrov sur Hitler qui était juif. En France, au Royaume-Uni, ça a provoqué beaucoup d'antisémitisme. En Allemagne, c'était pratiquement zéro. Donc, on avait souvent cette géométrie variable du discours antisémite. Ça, on en reparlera parce que ça change en fonction aussi du territoire, mais on en reparlera plus tard. Donc, le 7 octobre, le 7 octobre fut un événement universel. Ce fut un événement global. Un peu comme le 11 septembre, ce fut un événement vraiment planétaire qui fait que dans tous les pays, on a vu des réactions. Et donc, on avait vraiment la capacité de faire une étude comparatiste qui pour une fois a même débordé du cadre de la France, Allemagne, Royaume-Uni, puisqu'on a fait des pays d'Europe de l'Est, on est allé même au Maghreb avec le Maroc, on a vraiment vu que partout cet événement-là a fait la une. Donc oui, ce fut un changement, un bouleversement fondamental. Alors ça, c'est en termes de retentissement de l'événement, mais en termes d'antisémitisme et de conséquences antisémites sur Internet, est-ce qu'on a observé quelque chose de particulier après le 7 octobre? De point de vue purement quantitatif, et le quantitatif peut parfois être trompeur, on n'a pas vu une explosion d'antisémitisme par rapport à d'autres événements discursifs. Donc ça, ce fut, disons, une première surprise. On s'attendait à avoir beaucoup plus en termes de quantité. Mais on était autour de, je crois en France, on était à 11-12% d'antisémitisme. D'accord. Ce qui, par exemple, est moins que pour l'affaire Dieudonné, où on était à 20%. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de contre-discours. Donc en termes purement quantitatifs, on était plus ou moins sur les quantités, les volumes en pourcentage d'antisémitisme qui sont liés en général à la question israélo-palestinienne. En général assez élevé. Mais ce qui est important, et ça explique l'explosion d'actes antisémites, parce qu'on a vu clairement cette explosion d'actes antisémites, c'est que l'antisémitisme s'est radicalisé. Et donc, du coup, il était plus porté à la violence. L'affaire Dieudonné, elle véhiculait un antisémitisme, certes virulent, mais qui avait un objet assez diffus. C'était, une sorte de pouvoir juif qui était mal défini. Donc, ça ne portait pas forcément à des agressions contre des juifs dans l'immédiat.
Or, le 7 octobre a coagulé un antisémitisme violent avec beaucoup d'apologie de la violence, beaucoup d'apologie du terrorisme, qui bien sûr en fait radicalise beaucoup plus vite, puisqu'il y a ce désir d'émuler aussi ce que le Hamas a fait à moindre échelle. En fait, ce que vous essayez de dire, si je résume, c'est que vous observez depuis 7 octobre une sorte de lien beaucoup plus évident entre l'antisémitisme en ligne et le passage à l'acte. Probablement, oui. Je dirais que c'est pour ça que même si les quantités d'antisémitisme en ligne dans notre corpus n'ont pas changé de façon fondamentale, on a eu beaucoup plus d'antisémitisme. Donc un changement de nature. Par le CRIF, toutes les associations qui travaillent dessus sont d'accord. Il y a eu une explosion d'actes antisémites, de signalements, d'incidents antisémites en ligne aussi. Mais parce que même l'antisémitisme un peu casual, qu'on voyait en général, il est devenu plus agressif. Est-ce qu'on peut dire qu'avant le 7 octobre, il y avait une sorte de deux mondes antisémites qui vivaient parallèlement, le monde en ligne et le monde in real life, ou dans la rue, dans les universités, etc., qui vivaient parallèlement et qui ne se nourrissaient pas, et que depuis le 7 octobre, il y a un lien direct beaucoup plus évident, beaucoup plus fort? Je dirais que le lien, il a toujours existé, puisque finalement, c'est les mêmes acteurs qui sont en ligne et offline. Hein. Peut-être ce lien, la chaîne qui reliait le premier commentaire antisémite que quelqu'un pouvait poster et une agression, la chaîne s'est reliée. Il fallait beaucoup d'étapes à une époque pour passer du commentaire antisémite vaguement anti-juif à la première agression. Depuis le 7 octobre, ça s'est rétréci en fait. Le premier commentaire, il est déjà incroyablement violent. Il y a déjà un manque d'empathie par rapport aux victimes civiles qui est évident et qui en fait détabouise parfois le passage à l'acte. Donc je crois que maintenant, la radicalisation est plus rapide. C'est un accélérateur de la radicalisation. J'ai lu dans vos observations que vous avez à la fois séparé l'antisémitisme sur Internet après le 7 octobre, entre la première semaine, du 7 au 13, et puis après, du 13 au 31 octobre. Pourquoi? Tout à fait. Donc ça, c'est venu d'un constat qu'on a fait le long de nos années de recherche. En général, le scénario qui mobilise le plus l'antisémitisme en ligne, le discours antisémite en ligne, c'est le couple juif agresseur in-group victimisé. Par exemple, l'affaire Dieudonné, l'affaire Fristo, c'est toujours le même scénario. Il y a le méchant juif agresseur qui va attaquer ou victimiser un membre de l'in-group. Et en général, quand c'était inversé, quand le juif apparaissait comme victime, très clairement, par exemple, les affaires des tags antisémites ou les agressions antisémites qu'on a pu recenser en France, il n'y avait pratiquement aucun antisémitisme en ligne, puisque, disons, il n'y avait pas ce réflexe de discours victimaire qui est particulièrement adapté à l'antisémitisme. L'antisémitisme moderne, c'est un discours victimaire. Il fait dans le registre victimaire. Donc, en général, aussi quand il s'agit d'Israël, ce qui provoque le plus d'antisémitisme, c'est la perception d'une agression israélienne contre les Palestiniens. C'est vraiment ça le schéma qui semble structurer la plupart des explosions d'antisémitisme. Toutefois, on voulait voir comment et si ce schéma-là sera respecté aussi juste après le 7 octobre, avant que l'offensive israélienne ne commence et que, disons, dans les médias, que ce soit le point focal du discours médiatique, quand vraiment le centre, disons, de gravité du discours, c'était les atrocités du Hamas, les victimes civiles. Et on a été surpris que pour une fois, l'identité du juif victimisé aussi déclenchait de l'antisémitisme. Il y avait une sorte de Schadenfreude, un terme allemand qui veut dire un plaisir, prendre plaisir au malheur d'autrui. Et ça, c'est nouveau. Qui est assez nouveau, à vrai dire. Il y avait une sorte de joie, de joie qui se manifestait, de désir de revanche, de vengeance qui prenait forme sous ces affirmations, cette apologie de la violence. Ça, c'était assez nouveau. On avait aussi vu le topos classique du juif responsable de sa propre souffrance, avec beaucoup d'analogies entre l'Allemagne nazie et Israël, ou alors la résistance et le Hamas, la résistance, surtout puisqu'il y a eu la panthéonisation
récente de Manoukian. Donc, il y avait beaucoup cette idée de l'affiche rouge. Le Hamas serait sur l'affiche rouge. Ce genre de discours, la résistance française et le Hamas, donc ce lien affectif entre la résistance contre le nazisme et le Hamas. Donc, même cette idée, ce terme de résistance qui est très connoté idéologiquement, surtout en France, était beaucoup mobilisé pour renvoyer la culpabilité de la violence finalement toujours aux Juifs. C'était eux la source originelle de ce massacre. Ça pouvait aller de il n'y a pas coupable de victime. D'être victime. Exact. Il n'y a pas de civils israéliens. C'est tous, d'une certaine façon, sont tous coupables, tous enrégimentés, tous endoctrinés. Donc il n'y a pas le civil israélien n'existe pas. Donc oui, on avait à la fois ce Schadenfreude, comme le disait, le topos de la responsabilité juive pour ses propres souffrances. Et peut-être aussi la négation de ce qui s'est passé, la remise en question de ce qu'on voyait dans les médias. Bien sûr, et une forme de négationnisme qui fonctionne selon les mêmes mécanismes que le négationnisme, disons, classique de la Shoah, qui n'est pas surprenant et qui a beaucoup de points de contact avec les discours conspirationnistes. C'est le Mossad qui organisait ça. C'est Netanyahou qui cherchait une excuse pour détruire les Palestiniens. Donc il y a beaucoup. C'est les hélicoptères israéliens qui ont massacré les gens. Donc on a le même réflexe un peu complotiste, négationniste, qui est basé sur une distorsion épistémologique des faits. Et donc à partir du 13 octobre, quand on rentre dans la phase de réponse israélienne, de riposte israélienne, là, les discours antisémites redeviennent classiques. Tout à fait. Là, on revient sur le discours antisioniste un peu classique. Sans surprise. C'est un terrain sur lequel d'ailleurs les antisémites se sentent assez à l'aise parce qu'ils peuvent se greffer à un discours beaucoup plus mainstream, celui des droits de l'homme. Et ils peuvent très facilement se greffer à des groupes pacifistes, à des groupes pro-palestiniens qui ne sont pas antisémites, mais qui ne sont pas forcément au courant de qu'est-ce qui fait la différence entre discours antisémite et discours juste critique de l'État d'Israël, puisqu'ils ne sont pas formés à ça. Et donc, ils n'ont pas forcément la capacité de modérer et d'encadrer le débat très bien. Donc, c'est facile pour les antisémites de s'y rattacher. Et donc, ils se rattachent à cette locomotive et leur discours est beaucoup plus audible. Ce que j'entends, c'est aussi que le discours antisémite profite de ce flou-là. Bien sûr. Entre antisionisme et critique légitime de l'État d'Israël. Le discours antisémite a toujours phagocyté une certaine critique sociale au point que le sociologue Moshe Postone disait que c'est une critique fétichiste du pouvoir et du capitalisme. Donc c'est une critique tronquée. C'est vraiment un discours qui va essayer de profiter d'un discours plus large qui paraît légitime aux yeux de beaucoup de monde pour faire avancer ces éléments de discours. Donc il a souvent profité d'une critique du capitalisme. Les juifs capitalistes, ça s'ancrait dans un discours plus global contre les élites. Et maintenant on le voit de la même façon, il essaie de gagner un ancrage dans le discours dans la critique de l'État d'Israël, dans un discours des droits de l'homme, qui lui donne anticolonialiste ou anti-impérialiste, qui lui donne une légitimité certaine et qui aussi lui permet d'avoir accès à des arènes discursives beaucoup plus grandes. C'est pour ça, c'est ainsi, par exemple, des partis politiques, par exemple, et des opportunités d'alliance, de faire, de connecter des réseaux d'extrême droite à des réseaux islamistes, par exemple, de toucher un public nouveau, ce qu'on appelle je n'aime pas trop ce terme, il a été repris, c'est un terme très médiatique, mais polémique, les jeunes de banlieue. Ouais. Ça leur permet de toucher ce public-là qui n'aurait pas été sinon très sensible aux élucubrations antisémites et complotistes d'un Alain Soral. Mais l'antisémitisme, en se greffant sur la colère de ces jeunes aussi un peu marginalisés, c'est très facile pour lui de gagner une audience démultipliée. On retombe dans un antisémitisme classique où le juif prend la figure de la tête de Turc qu'on a besoin de substituer au puissant ou en tout cas à la puissance qui nous frappe. La plasticité définit le discours antisémite. C'est à la fois ce qui conditionne sa viralité, puisque finalement un virus pour se développer, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit muter. L'antisémitisme, c'est exactement la même chose. Pour être viral, il doit muter pour, combattre les défenses,
les anticorps que peut créer une société. On a cru qu'après le nazisme, la société européenne avait construit des anticorps qui étaient solides, robustes. Mais en mutant, en fait, l'antisémitisme a réussi à contourner ces anticorps, par exemple, en se greffant dans ce discours critique envers l'État d'Israël, en faisant un mélange des lignes, ce qui fait que maintenant c'est très très difficile de faire la distinction. Et le champ même de recherche sur l'antisémitisme est travaillé par des rivalités, des luttes intestines liées à ça. Donc en fait, ils ont réussi d'une certaine façon à diviser même les militants, les chercheurs qui travaillent sur l'antisémitisme. Et c'est une victoire qu'on ne doit pas leur accorder. Vous avez aussi observé le Maroc et vous sortez, je crois, pour la première fois d'Europe avec le Maroc. Qu'est-ce que vous pouvez observer? Et déjà, ma question avant de savoir ce que vous avez observé, est-ce que vos études portent sur les commentaires en français ou également sur la langue arabe au Maroc? Pour la première fois, nous avons eu des collaborateurs qui parlaient l'arabe. Donc, on a pu vraiment avoir accès à des données en arabe, ce qui est très intéressant. Mais c'est quelque chose, à mon avis, qu'on va essayer de répéter. Ça sera un axe structurant du prochain volet du projet, on l'espère, vraiment de sortir du cadre européen et du cadre occidental et voir comment ce discours peut se moduler dans des contextes qui sont vraiment très différents. À mon avis, pour une fois, cette première sortie de l'espace occidental s'est fait plutôt vers l'Europe de l'Est. On a eu la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie. Mais c'est clair que des dynamiques centrales se jouent dans le monde musulman, qui est un espace où le contact avec la judaïté, non seulement ancienne, surtout au Maroc, qui a une forte communauté juive, mais aussi politiquement, les accords d'Abraham ont apporté Israël dans le monde arabe. Et l'affaire Pegasus, par exemple, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël a provoqué beaucoup d'antisémitisme. On a vu ces thèmes-là. Ça recoupe aussi des conflits locaux. Par exemple, le conflit entre Algérie et Maroc, on l'a vu se jouer dans les commentaires au travers de l'antisémitisme. Le Maroc, c'est le valet d'Israël. Donc en fait, c'est un conflit qui colonise la terre, lui aussi. Exactement. Le Maroc colonise le Sahara occidental. C'est pas étonnant qu'ils font alliance avec Israël qui colonise la Cisjordanie. Donc en fait, l'antisémitisme, vraiment, il se greffe, c'est un parasite discursif, il se greffe sur ce qu'il porte. Et donc des dynamiques politiques locales, donc la rivalité maroccano-algérienne, peuvent servir d'amplificateur à l'antisémitisme, puisque ça devient une arme, une sorte de bâton avec lequel, surtout dans le monde arabe, tu peux essayer de décrédibiliser son adversaire. Mais ça, il faut une expertise culturelle. C'est pour ça que jusqu'à présent, on n'avait pas de collaborateurs qui avaient à la fois une connaissance linguistique de l'arabe et surtout qui devait être précise et profonde, puisqu'il y a de l'humour, de l'ironie, des ellipses. Voilà, on ne peut pas juste parler un peu l'arabe et dire qu'on va analyser l'antisémitisme en arabe. Ce n'est pas possible. Et en même temps, une connaissance culturelle profonde de cet univers-là, de ses spécificités, de ses subtilités, de son historique, de l'historique, disons, des relations entre musulmans et juifs. C'est tout un bagage culturel qu'il faut avoir. C'est pour ça que ce fut assez tardif, mais c'est clairement un axe structurant pour le futur de notre projet. En parlant de futur et juste avant de terminer, je me suis dit une fois qu'on a observé pendant 3 ans l'antisémitisme en partant de différents moments de l'histoire, comme on a parlé de la pandémie ou de l'affaire Dieudonné ou encore du 7 octobre, vous avez des éléments, vous avez de la data. Est-ce que vous pouvez prévoir dans le futur des augmentations ou des diminutions de l'antisémitisme? La prédiction est une science très difficile. La divination en général n'est pas ni du domaine des sciences sociales ni celui de l'AI, mais je pense qu'il y a clairement quelques tendances lourdes qui peuvent être identifiées. D'abord, celle du fait que l'antisémitisme évolue de plus en plus vers le registre victimaire. Et cette image du juif agresseur est vraiment un ciment idéologique qu'on retrouve dans beaucoup de nos corpus.
Aussi, le fait que le conflit, mais à nouveau là, je ne vais pas, j'enfonce un peu des portes ouvertes dans le sens que ce n'est pas des analyses qui me sont propres, ni même propres au projet, mais le fait que le conflit israélo-palestinien est un cancer qui fait que l'antisémitisme survit constamment et se renouvelle et retrouve des perches pour s'accrocher au mainstream et revenir sur le devant de la scène, alors même qu'il y avait un effort qui semblait porter ses fruits pour le faire évacuer. Et je dirais aussi que une surmodération, par exemple, peut créer des retours du bâton comme avec Elon Musk. À nouveau, j'insiste là-dessus puisque l'espace numérique est vraiment notre domaine et cela va au-delà de l'antisémitisme, mais tout ce qui concerne ces contre-discours complotistes, racistes, homophobes. La clé n'est pas dans une modération disons, généralisée, disons, un peu systématique, parce que ça va provoquer des projets alternatifs. Elon Musk en est l'expression, les alt-techs en ont son expression. Je dirais même que le trumpisme en soi est une réaction contre le politiquement correct qui se fait assez virulente et qui en fait peut faire s'effondrer tout l'effort de cette éducation contre l'antisémitisme. Donc l'antisémitisme en soi est une constante. C'est quelque chose qui ne va, à mon avis, malheureusement jamais être complètement éradiqué, justement à cause de sa plasticité, de sa capacité à muter. Donc on sait qu'il sera là. Il nous faut construire autour de lui un échafaudage de containment pour le contenir. Et cet échafaudage repose, à mon avis, sur des valeurs libérales. Et si l'antisémitisme réussit à casser cet échafaudage et à parasiter un discours libéral, que ce soit celui des droits de l'homme, surtout lié au conflit israélo-palestinien, ou celui de la liberté d'expression par rapport au complotisme ici, si l'antisémitisme réussit à détruire cet échafaudage libéral qu'on a construit pour le contenir, j'ai bien peur que tout notre effort sera en vain. Donc c'est vraiment un travail, je dirais même politique, parce que ce qu'on fait nous, c'est de la recherche, mais en aval de tout ça, il y a une réflexion politique à avoir. Merci beaucoup Alexis Chapelain. Je rappelle que votre étude devait durer 3 ans, de 2020 à 2023, qu'elle a été prolongée jusqu'à avril 2024, que selon ce que vous dites et ce que vous nous avez dit pendant l'entretien, vous aimeriez qu'elle continue et qu'elle s'élargisse à d'autres parties du monde. Merci beaucoup pour votre présence à Academ et à la prochaine sur Academ.